Très heureux de vous retrouver encore, nos fidèles abonnés. Je veux que tout le monde devienne abonné. Abonnez-vous à notre chaîne Congo Suisse Télévision et partagez notre lien à vos amis, à vos collègues de travail, à votre famille, chers internautes. Alors aujourd'hui, nous revenons encore pour un magazine d'information politique. Désormais, lorsque vous nous verrez devant vous, ça sera pour vous apporter une actualité sur la politique de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2020. Ça fait exactement 10 ans jour pour jour que Floribert Chebeya a été lâchement assassiné avec son chauffeur, cet activiste de droits de l'homme. Alors nous allons voir un élément qui va nous relater en quelques secondes ce qui était la vie de Floribert Chebeya et comment est-ce que cet homme est décédé. Et ensuite, nous allons voir le point de presse qu'a tenu la société civile aujourd'hui pour un peu chercher à élucider cette affaire qui a été menée par une enquête bâclée où on ne connaît pas jusqu'aujourd'hui qui était les commanditaires et l'auteur moral de ce meurtre. Suivons et revenons juste après. Floribert Chebeya Baizire, né le 30 septembre 1963 à Bukavu, fut président et fondateur de La Voix de Sans Voix. Il meurt assassiné le 1er juin 2010 en même temps que son assistant et chauffeur Fidel Bazana. Après sa mort, plusieurs organisations et hauts fonctionnaires des Nations Unies ont appelé à une enquête à l'image de l'Amnesty International et de Ban Ki-moon. 5 policiers ont été condamnés en 2011 à l'issue de celle-ci, considérée bâclée par le parti civil. Aujourd'hui, la société espère élucider ce meurtre avec une nouvelle enquête. Aujourd'hui, le 1er juin 2020, nous nous rappelons tous et nous devons, toute la communauté congolaise nous rappeler du double assassinat des défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et son chauffeur, qui ont été tués dans des conditions atroces par certains agents de services de sécurité liés à la police sur l'ordre de certains plus hauts responsables pour lesquels aujourd'hui, à l'occasion de ces 10 ans, nous exigeons la reprise de l'enquête par des magistrats indépendants afin que ces plus hauts responsables, c'est-à-dire ceux qui avaient donné l'ordre aux subalternes pour qu'ils puissent exécuter l'assassinat de ces défenseurs des droits de l'homme, puissent enfin être entendus, éventuellement présentés devant les juges compétents pour qu'ils expliquent à la famille des défenseurs des droits de l'homme, aux familles biologiques, bref, à toute la communauté nationale et internationale, les raisons de cet acte. Bon, nous avons à son temps déjà participé à plusieurs actions de mobilisation au niveau national et international qui ont permis, tant soit peu, à ce que l'action soit au moins commencée quelque part, principalement au Sénégal. Parce qu'il y a eu un juge d'instruction qui avait été nommé, qui devait lancer des mandats internationaux contre les plus hauts responsables congolais qui sont impliqués dans ces doubles assassinats. Et aujourd'hui, nous savons aussi que les témoins principaux, donc les témoins oculaires qui vivaient au Sénégal, a pu se déplacer pour être en Europe où ils se trouvent enfin dans de meilleures conditions de sécurité. Et donc, tout ce que nous pouvons continuer à faire, c'est de le faire ensemble avec toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme, que ce soit au pays ou à l'échelle internationale, pour qu'enfin cette enquête, la réouverture de cette enquête puisse se réaliser. Et nous comptons aussi sur l'implication des plus hautes autorités politiques de notre pays afin que cela se réalise rapidement. À l'époque du président Joseph Kabila, cette enquête n'a pas donné une suite favorable. Pensez-vous que nous avons un climat politique qui peut favoriser une enquête qui pourra élucider cette affaire? Oui, comme vous l'avez rappelé, à l'époque du régime du président sortant, il y a eu un semblant d'enquête qui a débouché tout simplement sur un simulacre de justice.
d'un procès, d'une parodie de procès qui s'est accouché tout simplement des condamnations de petits poissons, c'est-à-dire des personnes qui ont tout simplement exécuté les ordres, les instructions. Ceux qui avaient participé à la décision pour donner cet ordre n'ont jamais été inquiétés. Toutes les démarches que les familles, leurs avocats ont effectuées au niveau national principalement se sont avérées toujours infructueuses jusqu'au départ de l'Ancien Régime. Voilà pourquoi nous essayons de relancer la nouvelle autorité, la plus haute autorité du pays, c'est-à-dire le président de la République, pour qu'il prenne conscience des attentes énormes que les défenseurs des droits de l'homme ont par rapport à la reprise de cette enquête, de manière à ce que l'impunité dont ces plus hauts responsables continuent à jouir à ce jour puisse s'arrêter par leur condamnation éventuelle. Pensez-vous que l'état des droits est réel dans ce nouveau mandat du président Félix Tshisekedi? Non, bon, je ne peux pas dire que l'état des droits est déjà effectif parce qu'au fait, pour que nous soyons rassurés de l'effectivité de pareil état de droit, s'il est vrai que nous avons une constitution parmi les meilleures du monde, nous avons des lois parmi les meilleures du monde, mais nous continuons à manquer encore l'engagement de la part de plusieurs autorités, plus hautes autorités politiques du pays qui doivent concourir aussi à l'action de la mise en œuvre, à faire asseoir cet état de droit. C'est vrai que nous devons aussi travailler davantage pour secouer nos magistrats, parce qu'on ne peut pas espérer un état de droit sans une justice indépendante, efficace, impartiale. Et qui dit aussi une justice efficace, indépendante, il faut que le gouvernement donne des moyens conséquents aux magistrats, au personnel judiciaire, pour les mettre dans des conditions où ils peuvent mener à la fois des enquêtes avec beaucoup de responsabilités, mais avec beaucoup de technicité, avec rapidité, arrêter éventuellement des personnes qui seraient impliquées dans des crimes graves, dans des crimes économiques du genre corruption, détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, qui sont aujourd'hui les crimes les plus commis en République démocratique du Congo, qui ont ruiné la RDC jusqu'à ce jour, parce que à cause de ces crimes et ceux qui en tirent profit, le gouvernement congolais est incapable aujourd'hui de réunir au cours d'un exercice budgétaire plus de 5 milliards de dollars, alors qu'il y a beaucoup d'argent qui partent à gauche, à droite, mais qui profitent seulement aux individus. Ce sont des individus aujourd'hui qui sont capables de construire des grands immeubles, d'acheter des grosses voitures, alors que l'État est incapable même de doter son propre personnel des moyens de transport décents. Et donc ça doit changer, et pour que ça change, nous devons tous nous concentrer sur l'implication de la justice dans la lutte contre ces crimes. Il y a le procès qui jusqu'aujourd'hui sont restés inachevés. Par exemple, le cas de Kamuna Sapou, Laurent Désiré Kabila. Que pense la CAJ pour ce projet, pour ce procès? Bon, d'abord sur le procès Kamuna Sapou, je crois qu'il y a eu plusieurs décisions déjà judiciaires rendues, principalement ici à Kinshasa et dans certaines provinces qui ont eu à établir la culpabilité de certains Congolais et Congolaises dans les violences qui se sont développées après les décès organisés contre les chefs coutumiers. Alors là, on peut se dire qu'il y a eu quand même une action judiciaire à saluer. Mais il y a un deuxième aspect, c'est par rapport aux crimes graves qui ont été commis à caractère international, commis par le fait que des agents des Nations Unies, des experts des Nations Unies ont été assassinés sur terrain
sur ordre des personnes dont les noms, les identités ne sont toujours pas connus jusqu'à ce jour. Je peux dire que c'est l'occasion pour moi de saluer la dernière prise réalisée par la justice en arrêtant l'une des personnes suspectées d'avoir joué un rôle dans ces doubles aussi assassinats des experts des Nations Unies. Mais nous constatons malheureusement que ces procès sur ces experts des Nations Unies s'enlisent davantage. Il faudrait que du côté de la justice militaire, qu'on se rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction compétente, mais surtout et surtout dans un délai raisonnable. On ne doit pas tirer ces procès en longueur, ça va faire bientôt plus d'une année sans aucune issue. Ça ne va pas rassurer qui que ce soit. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ça. Mais pour le dernier cas, je crois que les efforts doivent encore être fournis. Il faut saluer ce que les magistrats font à ce jour dans les dossiers des enquêtes portant sur les travaux de 100 jours. Il y a déjà 3 procès qui sont organisés. Un procès qui implique notamment un plus haut responsable, c'est-à-dire le directeur de cabinet du président de la République. Le deuxième qui implique un responsable d'une entreprise privée pour détournement de 40% des sommes allouées à la construction de 4 sauts de moutons. Le premier, vous savez qu'on leur reproche notamment le détournement de 57 millions de dollars alloués à la construction de logements sociaux. Et le troisième aussi a commencé il y a 48 heures, qui implique 2 plus hauts responsables de l'État, parce que ce sont des directeurs généraux, l'un des FONER, l'autre de l'OVD, et le troisième, c'est un directeur général d'une société privée. Et nous espérons qu'avec cette action, les ministres, les mandataires, tous les plus hauts cadres de l'administration de l'État sont attentifs et comprennent qu'il s'agit là d'un message, d'un signal fort qui est lancé à chacun d'eux pour qu'ils comprennent qu'on ne doit pas continuer à voler l'argent de l'État et s'assurer d'une quelconque impunité. Donc, ceux qui ont pensé venir aux affaires de l'État pour s'enrichir doivent comprendre qu'on ne doit plus continuer à jouer avec l'argent de l'État. L'argent, là, c'est pour le peuple congolais, doit servir au mieux-être du peuple congolais à améliorer ses conditions de vie, à sortir la majorité des Congolaises et Congolais qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté, alors qu'il y a une infime minorité qui passe tout son temps à jouer avec l'argent, à acheter des immeubles, à se faire s'octroyer des voyages de tourisme partout ailleurs avec l'argent des contribuables congolais. Et cela doit cesser pour le bien des Congolais. Une dernière question. On vous accuse d'être à fond par rapport à ce qui s'est passé avec les adeptes des groupes du Yamayala. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que Akash fait confiance à la justice par rapport à la manière dont mon enseignant a été appréhendé et la manière dont on a fait retourner les adeptes des groupes du Yamayala au Congo central? Bon, d'abord, je pense que la petite parenthèse, c'est celle de l'accusation de la cage. Je ne sais pas ceux qui pensent qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait assez. Qu'est-ce qu'on devait faire? Nous avons fait ce que nous pouvions, c'est lancer l'appel aux autorités pour qu'une enquête indépendante, impartiale soit menée sur l'ensemble d'événements et que des responsabilités soient établies par rapport à ceux qui auraient fait un usage disproportionné d'armes létales dans des circonstances où cela n'était pas justifié. Et donc, je crois que c'est tout ce que nous pouvions faire. Le reste doit être vérifié auprès des autorités qui ont cette puissance entre leurs mains pour conduire les enquêtes. La dernière question. Que pense Akash sur le décès du juge qui était au cœur du procès de 100 jours? Il était là, au Fouré-Olena, nous l'avons tous entendu. Et subitement, nous avons entendu sa mort, et une mort qui n'était pas naturelle. Une mort, on dit qu'il est mort, il a été empoisonné. Alors, que pense Akash de
La CAGE, nous avons été choqués en tant qu'organisation d'abord par l'annonce de ce décès inopiné. Nous avons présenté nos condoléances principalement à la famille biologique et demandé au Dieu Tout-Puissant d'ouvrir les portes de son royaume à ce digne fils de la RDC qui a passé toute sa vie à défendre les droits, la justice, tel que lui-même Dieu nous recommande. Mais personnellement, c'était plus choquant parce que c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu à étudier dans une même faculté de droit à l'université de Lubumbashi. Donc je connais, lui et moi on se connaissait très bien. Je sais que c'était un homme très très sensible à la cause de la justice. Depuis d'ailleurs l'université, il participait plus à des activités para-universitaires qui portaient sur ce que nous appelons des casus, et il voulait tout le temps jouer le rôle des juges pour rendre justice. Et il a fait ça toute sa vie professionnelle. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit rester dans la mémoire collective parce qu'il a servi un modèle. Il a servi les biens communs, l'administration de la justice, dans l'intérêt de nous tous, mais il est aussi mort au front parce qu'il est décédé au lendemain de la dernière audience qu'il a conduite avec des mains de maître pour l'intérêt général. Et donc, nous attendons connaître la position officielle par rapport à l'autopsie qui a été réalisée. Et lorsque nous connaîtrons le contenu des conclusions par la voie officielle, je crois que nous pourrons faire connaître notre position aussi officielle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà nos fidèles abonnés, nos fidèles internautes qui vont devenir bientôt nos abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater à partir d'aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous avions prévu pour vous. Alors, nous tous, nous espérons que justice soit faite sur le meurtre de Floribert Chebeya. Nous reviendrons encore auprès de vous pour vous apporter encore d'autres informations avec de plus en